Bien, merci déjà d'être là, en visio ou en présentiel dans les cadres de notre présentation cet après-midi. Pour rappeler un peu les choses, je vous dis rapidement que cet audit donc a été commandité et commandé par la ville de Chambéry, qui a pour objectif d'aider le centre social des Combes à clarifier et à certifier sa situation financière. La présentation qui va suivre a été préparée par le bureau du centre socio-culturel des Combes à partir du rapport qui a été présenté lors du conseil d'administration du 5 mars. Le rapport complet, une quarantaine de pages, a vocation à être rendu public. Le résultat de l'exercice 2020. Donc le déficit de l'année 2020 est de 80 000 €. Ce qui met le fonds associatif à un chiffre un peu moindre, de moins 63 492. À ce déficit est associé des dettes de 292 566 €, qui se répartissent en 70 000 dettes pour les fournisseurs, 160 000, je vous arrondis un peu, 160 000 des dettes sociales et fiscales, l'URSSAF, retraite, prévoyance, 25 000 € au centre des Moulins, pour un emprunt que nous lui avons fait et que nous n'avons pas pu rembourser, 12 500 € de subventions à reverser aux maisons de l'enfance et à Poussy 33 pour des actions communes, 12 000 € de créditeurs divers, dont Régie Plus, pour plus de 10 000 €, et 11 000 € de produits constatés d'avance pour les personnes avec qui nous sommes en relation dans la poste, les deux postes que nous avons de personnes sur la poste, comme médiateurs. La subvention 2020, qui est en attente, reste actuellement à 152 000 €. C'est-à-dire que nous attendons 152 000 €, 132 000 € de la caisse d'allocation familiale et 20 000 € du côté donc de l'État à travers donc l'adulte relais. Ce qui ramènerait les montants des dettes autour de 140 000 €. Mais il faut tenir compte que le calcul a été fait sur l'ensemble des subventions que nous avons demandées. Or, cet ensemble de subventions demandées, nous ne sommes pas sûrs de les récupérer à 100%, aussi bien du côté de la CAF, surtout du côté de la CAF, pour lesquels nous travaillons avec les salariés pour qu'on puisse effectivement donner à la CAF la situation, enfin le bilan complet 2020 dans les 8 à 10 jours. Si c'est le cas, effectivement, la CAF nous reversera avant la fin du mois 90 000 € sur les 132 000. Le complément sera éventuellement partiel dans la mesure où ça sera en rapport avec des bilans d'actions faites ou des bilans d'actions qui n'ont pas pu éventuellement être réalisés. Donc au 31 décembre 2020, notre trésorerie était de 43 800 €. Quelles sont les grandes causes de la situation déficitaire pour 2020? Tout d'abord, un coût de personnel qui est en hausse de 127 000 € par plusieurs embauches, en bonne partie liées à la prise en charge de la gestion de Punier, par des indemnités de départ à la retraite, de primes de précarité de plusieurs CDD, de litiges prud'homaux perdus, de doublons du poste notamment de
comptables et à un certain moment aussi des remplacements pour maladie avec davantage de personnel intérimaire qu'antérieurement. En dehors de ce coût de personnel élevé, nous avons aussi constaté un coût de fonctionnement en hausse globale par rapport à l'année précédente de 39 000 €, soit pratiquement 40% de plus que les années précédentes. La provision pour litige, effectivement, nous avons mis 26 000 € aux provisions pour litige. Nous avons acheté du matériel, une caravane, un minibus, du rachat de matériel de Punier, un peu d'informatique pour 20 000 € au total. Et nous avons perdu des subventions à cause du dépassement des délais de dépôt, de bilan d'action, notamment pour le contrat local d'aide à la scolarité qui s'est étendu de septembre 2019 à juin 2020, et également pour un certain nombre de sorties familles qui n'ont pas, pour lesquelles la CAF n'a pas reçu à temps les bilans demandés. En plus, nous avons eu des activités qui ont été réalisées, mais qui n'étaient pas prévues au financement. C'est notamment l'opération solidaire des paniers pour 24 000 €. Et en face de cette dépense, nous n'avons reçu que 200 € de contribution des bénéficiaires. Ces repas... Ces repas étaient prévus normalement avec un coût et le retour de ces paniers, pardon, pour faire des repas, le retour n'est que de 200 €. Enfin, il y a eu des versements d'argent à des bénévoles à titre de don pour une hauteur totale pour plusieurs bénévoles de 5 673 € exactement. Voilà, ça c'est pour la situation de 2020. Est-ce que sur cette situation, on s'arrête là? Après, on peut travailler la question de la situation du 28 février 2021 et voir ensuite effectivement les solutions par rapport à cette pratiquement situation de cessation, donc en tout cas de cessation financière au vu des dettes que nous avons. Juste pour vous dire qu'effectivement, simplement, les 2 premiers mois de 2001 ont augmenté la dette de 53 000 €, ce qui porte notre dette totale actuellement à 343 000 €. Nous verrons ensuite les solutions envisagées pour réussir à sortir de cette situation le moins mal possible. Bon, d'abord, merci pour ces éléments et surtout l'assurance que le rapport d'audit sera totalement rendu public. Donc c'était une exigence que nous avions les uns et les autres. Donc le cahier des charges, Jean-Luc a dit un petit peu, mais nous sommes toujours demandeurs du cahier des charges, évidemment, pour voir la précision. Les éléments, parce qu'on a quand même des éléments d'information, c'est que cet audit avait été commandé ou commandité, on peut employer les deux termes, je crois bien, à la fois par la CAF et par la ville. Donc j'aimerais savoir... Attendez, je peux finir. Hop, hop, hop. Vas-y. Il va. Chacun aura l'occasion de s'exprimer.
je dis ça parce que nous, on a des administrateurs, enfin de mon organisation syndicale aussi, parce que j'ai aussi des réseaux par rapport à mon organisation syndicale, qui sont administrateurs de la CAF, et il y a eu un conseil d'administration de la CAF il y a très peu, hein, il y a 10 jours, une semaine, j'ai vu, hein, un vendredi, et la question a été posée, et la CAF a dit qu'ils avaient commandité aussi, enfin financé une partie, ou commandité en même temps que la ville. C'est peut-être du détail. Mais c'est pas grave, je veux dire, à un moment donné, parce que, bon, la CAF aussi, la transparence, c'est pas gagné non plus. Bon, bref. Moi, je suis quand même surpris parce que l'année 2020, d'ailleurs, elle est quand même très particulière. Hein. Donc, on annonce des chiffres. Moi, j'aimerais savoir, alors, ça sera peut-être dans l'audit, hein, vous me le direz, hein, si on retrouve ça dans l'audit, c'est qu'elle a été quand même très particulière avec ces périodes de confinement, quand même, qui ont été importantes. Hein. Mars jusqu'à mai, hein, pour la première partie, il y en a eu d'autres. Donc là, je pense qu'en masse salariale, moi je ne sais pas s'il y a eu des salariés qui ont été en chômage partiel, donc une partie qui est prise en charge par l'État. Donc j'aimerais savoir, enfin le volume, à quoi ça correspond, à ce qui a été payé par l'État. Parce que moi, si on analyse bien, ça creuse le déficit. Alors, le déficit fictif, hein, bien sûr, puisqu'après, dans la comptabilité, l'État a remboursé le centre, je ne sais pas comment ça marche, leur truc, là, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu aussi moins d'activité du fait du confinement, et on arrive à cette situation quand même assez, enfin, plus que grave. Hein. Donc, c'est quand même important, et moi, je peux m'interroger sur l'absence de contrôle interne et externe qu'il y a eu, parce que sur toute une année 2020. Alors on parlera de 2021, mais 2021 c'est la continuité de 2020, hein, jusqu'au 28 février en tout cas. Il y a quand même une absence de contrôle, à la fois, comme j'ai dit, interne et externe. Et après, j'aimerais savoir comment, alors là c'est plus un aspect comptable, comment vous arrivez à une trésorerie, tu as bien dit, au 31/12/2020, hein, puisqu'on reste sur l'année 2020, de 43 000 quelque chose, 800. C'est quand même surprenant qu'il y ait quand même une trésorerie aussi importante au 31/12/2020. Donc là, j'ai du mal à voir ce que c'est. Après, sur plus de précision, puisque bon, sur les embauches d'intérimaires et tout ça, j'aime là aussi combien il y a eu d'embauches quand même, parce que c'est phénoménal. Hein, je crois que c'est plus 127 000 euros, hein, si j'ai bien noté. Hein. Après, je peux me tromper hein, dans les chiffres. Vous me rappelez, mais je crois avoir bien noté. Sur une année, je vous dis, dans le contexte hein, de 2020, parce que je crois qu'il faut le resituer là-dedans, 127 000 euros, ça veut dire qu'il y a eu quand même des sacrées embauches. Quoi. Alors, j'aimerais savoir en nombre, déjà, ce que ça représente, puisque, bon, on verra sur la suite, hein, 2021, si c'est des gens d'abord, si c'est que des intérimaires, des CDD, si c'est des CDI, puisque après, quand même, le risque, c'est que ces gens-là se retrouvent comme un grand nombre de salariés sur le carreau, alors qu'ils ne sont pas du tout responsables de la situation. Voilà mes premières réflexions pour l'instant. Un audit demandé par la ville et réglé par la ville. La CAF est sûrement associée à cette volonté, en tout cas, d'avoir effectivement un résultat comptable le plus fiable possible. En ce qui concerne la masse salariale, l'envolée de la masse salariale, donc entre 2019 et 2020, il y a eu 6 embauches sur 2020 pour à peu près 60 000 euros de coûts, avec notamment comme objectif de maintenir les activités au centre de Pugnay, de remplacer les personnes absentes, notamment pendant les arrêts maladie. Ça, c'est en ce qui concerne l'embauche. Il faut savoir que, donc, au final, actuellement, nous avons encore donc 12 personnes, 13 personnes en CDI, parce que les embauches, effectivement, certaines ont eu lieu en CDD, notamment pour des animations, enfin des animatrices qui ont travaillé à Pugnay, ont travaillé quelques mois et après ont interrompu
leur contrat. Il y a eu des embauches au départ en CDD qui ont été transformées en CDI, notamment en ce qui concerne la personne d'accueil, donc une personne d'accueil qui était à Punier et qui a été embauchée en CDI en octobre, alors qu'elle était en CDD antérieurement, et puis également une autre personne donc, qui a été embauchée comme animateur famille, également à cette période-là d'octobre, septembre-octobre. Donc en CDI également. Donc il y a eu effectivement des engagements de la direction. Voilà. Juste pour préciser sur cette affaire de Punier, effectivement, le centre social des Combes, enfin nous, bon, on n'était pas au conseil d'administration dans cette période-là, mais moi j'étais sur Punier, j'ai quand même vu un peu ce qui se passait. Et le centre social des Combes s'était porté volontaire et ça a été accepté pour prendre en charge la gestion du centre de Punier qui s'est, lorsqu'il s'est arrêté, c'était une convention pour 1 an qui a effectivement donné lieu à des embauches d'une personne pour l'accueil et d'une personne pour l'animation famille, notamment, enfin, en tout cas pour Punier seul c'était ça. Donc, normalement, c'était les CDD, et ça a été des CDD. Simplement, en cours de route, pour des raisons, évidemment, qui nous échappent, ces CDD ont été transformés en CDI. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec des CDI au-delà de la période pour laquelle maintenant le centre social de Punier n'est plus à la charge n'est plus géré par les Combes. Mais les salariés qui ont été embauchés pour ça continuent à être à la charge, continuent à être gérés. Pardon. Donc je finis juste cette réponse. Voilà, donc, c'est ça la situation de Punier, et liée à ces embauches. Si on parle de ces embauches-là, il y a, disons, des transformations de CDD en CDI d'une manière inconsidérée, de notre point de vue en tout cas, par rapport aux missions possibles pour ces personnes. La difficulté en 2020, c'est effectivement le fait d'avoir un litige au prud'homme avec notre ancienne comptable, Madame Pêcheur, et donc cette ancienne comptable a été finalement continuée à être payée par le centre jusqu'au mois de novembre. Son litige était lancé depuis plus d'1 an au niveau des prud'hommes, et la décision prud'homale est tombée effectivement en novembre. Du coup, effectivement, tout le long de l'année, on a eu effectivement un doublement du coût de comptable, parce qu'on avait ce coût de la comptable ancienne, et puis celle que nous avons actuellement, qui travaille pour nous. Voilà les principales raisons de cette montée en charge de la masse salariale. Mais voilà, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Pas entendu parce que des fois ça bug un peu. On va juste savoir le rendu de l'audit est prévu pour quand? Alors le rendu de l'audit a été produit. Disons qu'avant, alors moi, bon, c'est la ville qui pilote ça quand même. Nous, ce qu'on dit en tant que centre social, c'est que cet audit doit être diffusé largement. Il est payé avec de l'argent public. Il y a des informations dedans qui décrivent la situation. Et, bon, on considère qu'il doit être diffusé, et c'est pour ça que c'est ce qu'on vient de vous dire. Mais après, c'est pas nous qui l'avons payé, cet audit. Il ne nous, comment dire, c'est la ville qui l'a commandé, qui l'a payé. Donc, il revient quand même à la ville de dire son dernier mot sur cette question. Voilà.
De même que pour la publication, je suis d'accord avec Guy en ce qui me concerne, du cahier des charges, pour qu'on voit effectivement quelle était la mission et si elle a été correctement remplie au regard de la commande. Sur la précision, s'il a bien été commandité ou commandé, comme tu le souhaites, les deux se disent, par la ville de Chambéry, peut-être que sur l'audit, là où il y a une confusion, c'est sur l'audit Pugnet, qui est effectivement financé à la fois par la CAF, à la fois par la ville. Mais celui-ci, il est bien financé et commandé par la ville. Parle plus fort peut-être, Paris. Oui, d'accord. L'audit, il a été financé avec de l'argent public, donc il va être rendu public, d'accord? Donc à l'issue de la procédure du commissaire aux comptes, il sera rendu public, il n'y a aucun souci. Donc alors la question c'est quand? Là, il faut qu'on voit maintenant que le CAC, avec le commissaire aux comptes, c'est lui qui nous dira, ça y est, la procédure est lancée, vous pouvez le diffuser. Ah, oui. Mais il sera rendu public, bien sûr. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne peut être publié, c'est ce que tu dis, il ne peut être publié que quand on aura pris les décisions quant au... Exactement, et c'est le commissaire aux comptes qui nous donnera le feu vert. Oui. Mais il sera bien rendu public parce que financé avec de l'argent public. Et puis pour la transparence aussi. La chaîne de responsabilité, vous savez que le précédent directeur a été licencié, que nous avons considéré que sa responsabilité était majeure, centrale dans tous ces manquements, dans la situation qui nous est rendue. Je reprécise que nous, le bureau, les membres du bureau qui sont là, un petit peu dans la salle, nous n'étions pas, en tout cas pas tous, à ce moment-là en charge de suivre ce qui se passait. Et ce qui a été repéré pour l'instant, outre les fautes manifestes du directeur en tant que directeur, c'est une impossibilité. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre recherche. En tout cas, ça n'a pas été la nôtre, parce qu'on a d'autres urgences. L'autre urgence, c'est d'essayer de voir comment le centre peut continuer à fonctionner. Mais donc, si on voulait se pencher sur la question, effectivement, il y a eu manifestement une rupture de communication, tout simplement, entre ce qu'on appelle généralement la gouvernance, autrement dit le bureau et le CA de la période précédente, et le directeur. Autrement dit, en gros, il a fait ce qu'il a voulu. Voilà. Après, moi je dis ça, comme j'y étais pas, je ne peux pas le certifier, mais en tout cas, c'est ce qui remonte de ce qu'on a pu entendre aussi bien du côté de la plupart des salariés que du point de vue des personnes qui étaient au CA précédemment. Et que donc, alors, la période de 2020, et à ceci de particulier, comme l'a dit un peu Guy, c'est qu'effectivement, il y a eu cette période de confinement. Donc, il y a eu la situation de Pugnet, qui a été mal gérée avec les histoires qu'on vient d'évoquer sur des postes indûment, anormalement transformés de CDD en CDI, qui nous restent sur les bras, alors qu'on n'a plus Pugnet à gérer. Il y a eu cette période de confinement, du premier confinement, qui, contrairement à ce qui se passe, ce qui a pu se passer, en tout cas dans un certain nombre d'organismes comme ça, culturels, sociaux, qui ont été plutôt disons, pas forcément fermés, mais en tout cas en activité légère, il se trouve que par le dynamisme de ce directeur... Comment? Il faut couper le micro, là. Ouais, coupez vos micros, s'il vous plaît. En quelque sorte, une hyperactivité par rapport à d'autres endroits où ça a pu être différent. Et en particulier, il y a eu, ce que tout le monde sait, cette histoire des paniers, autrement dit, un développement de tentatives de réponse à les demandes sociales sur le quartier en termes d'alimentation, donc qui a conduit à faire des achats et à déployer une activité, à mettre des salariés en action pour répondre à cette demande-là. Il y a eu d'autres actions, c'est l'exemple le plus marquant. Mais si vous voulez, le centre n'est pas resté muet du tout pendant cette période. Mais par contre, toutes les activités, ou la plupart des activités qu'il a développées,
n'ont pas été financés. Bon, l'exemple type, c'est bien les paniers, mais il y a aussi, enfin non, les vacances apprenantes, c'est bon finalement, mais bon, il y a eu un certain nombre d'actions qui n'ont pas été financées du tout, c'est-à-dire même pas, on ne regarde même pas ce qui peut être fait, et il y en a d'autres qui ont été développées avec théoriquement des financements à venir, mais les démarches de gestion administrative n'ont pas été réalisées, ce qui fait que les bilans n'ayant pas été produits, l'argent n'est pas débloqué par les financeurs. C'est leur règle habituelle de gestion, et s'ils faisaient autrement, ils seraient attaquables. Hein, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, c'est cet ensemble à la fois une activité quand même dynamique sur le territoire pour tisser des liens dans une période particulièrement difficile pour les habitants, mais au détriment de l'action nécessaire de gestion de ce qui se passe pour pérenniser, pour obtenir les financements et pour avancer correctement. Voilà. Je me demandais ce qu'il y avait pu y avoir comme autre activité. Oui, ça me paraît bizarre. Ça, c'est 24 000 €, hein, donc, comme on l'a dit tout à l'heure. L'accompagnement essentiellement des personnes en difficulté. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, il y a eu des sollicitations de tous les adhérents par téléphone pour savoir comment ils étaient, et plusieurs fois et régulièrement, donc chaque semaine. Il y avait aussi tout un travail justement autour de Solidarité Léo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, mais il y a eu donc une page Facebook qui a été alimentée régulièrement autour de ça. Personnellement, moi je me suis impliqué dans un groupe de travail. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'ensuite je me suis présenté au conseil d'administration, un groupe de travail autour du virus, justement du coronavirus, et de tout le travail de prévention et d'éducation autour de cela. Donc ça a réuni un certain nombre de personnes, et surtout ça a réuni une mobilisation pour faire transformer à la fois ces documents que nous avons produits par écrit, les transformer en langues, en différentes langues, et également des interventions en visio qui ont été aussi travaillées après sur différentes langues au niveau du quartier. Donc ça, ce travail, les salariés du centre ont participé à ce travail et à la diffusion de ces messages. Et, il y a eu aussi les devoirs, le portage de... Oui, l'aide aux devoirs. Le portage de... Si je peux me permettre, ça c'était déjà... Si je peux me permettre, ça c'était déjà des activités qui étaient prévues dans le cadre de la fonction des salariés. Oui. Moi je voudrais juste savoir... puisque à l'époque, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme. C'est M. Hamadi qui parle. Oui, pardon, M. Hamadi. Quand le directeur avait pris ses libertés avec la présidente de l'époque, hein, où elle a été évincée, et de quelle manière, d'ailleurs, je lui ai apporté tout mon soutien à cette époque, hein, on ne devait pas être nombreux. Non. Je pense que Marie-Jeanne peut le dire. On ne devait pas être nombreux à tenir son soutien, à lui amener son soutien. J'ai eu beaucoup de soutien, mais voilà. Et ce directeur, il était en roue libre. Qui le contrôlait et qui vérifiait ce qu'il faisait? Parce que il suffit de venir sur la place, là. Hein, il fallait venir sur la place cet été, et tout le monde disait, on a l'impression que ce directeur, il est là pour liquider le centre. C'est ce qu'ont dit les salariés, ce que disaient les gens qui utilisaient le centre à l'époque. Et un grand nombre de bénévoles, hein, si on peut les appeler comme ça, parce que des bénévoles rémunérés, c'est plus des bénévoles. Hein. Voilà. Un grand nombre avaient les clés du centre, et c'était ouvert. D'ailleurs, les voisins de l'immeuble en face peuvent en témoigner. Donc, moi, je me pose la question, qui était contrôlé? Alors, il y a peut-être des erreurs, une erreur, ça se comprend, mais là, je pense qu'il y a des fautes, et des fautes qui... Là, on est devant une vraie catastrophe. Alors, c'est
c'est une catastrophe économique. Pour certains, peut-être que 350 000 balles, c'est rien. Mais pour d'autres, c'est beaucoup. Une catastrophe pour les salariés. Quand même, c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui. Parce qu'il y a des salariés qui avaient tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Plus d'une fois. D'ailleurs, il y en a dans la salle ici qui peuvent le confirmer. Et moi, je me demande, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour justement pour arrêter cette gabegie? Parce que la gabegie, elle a commencé, vous l'avez dit, au premier confinement, hein, dès le mois de mars. Donc, voilà, avec l'histoire des paniers. Des paniers, d'ailleurs, je vois pas, s'il y a une étude qui a été faite pour les besoins des habitants, il faut le dire, parce qu'à l'époque, la banque alimentaire et la cantine savoyarde disaient que les gens sur le quartier, eux, ils avaient moins de clients que d'habitude. Ça, c'est prouvé. Vous pouvez demander aux présidents des deux associations, ils vous le diront. Alors, cette association des paniers, alors, je ne sais pas quel lien avait le centre social avec l'association des paniers, mais il faudra faire le jour. Enfin, il faudra éclaircir tout ça. Autre chose aussi, des paniers, les gens, apparemment, après le mois de juin, ils n'avaient plus faim, plus de distribution. Ça aussi, c'est une question. C'est une question, il faudra peut-être répondre. Et moi, je me dis que là, devant une telle catastrophe, je pense et j'espère qu'il y aura une suite judiciaire, parce qu'il faut éclaircir les responsabilités de chacun. Et il faudrait une vérité judiciaire dans cette histoire. Et moi, je pense que, et on est nombreux sur le quartier à le penser, qu'il y a des responsabilités, et ces gens-là, il faut qu'ils assument. Voilà. On ne peut que constater, regretter évidemment. Bon, la suite des éléments qu'on vous donnera sur notamment les conclusions du conseil d'administration de vendredi dernier vous montreront qu'on se préoccupe des salariés et de ce qui peut se passer après, très fortement, et c'est même la principale de nos motivations pour continuer, parce qu'autrement on pourrait, disons, s'occuper d'autre chose. Quant aux enquêtes ou aux poursuites judiciaires, etc., chacun est libre. Je veux dire, par exemple, le comité d'habitants a toute liberté, quoi qu'il se passe au centre social, quoi qu'on fasse nous en tant que centre social, quoi qu'on décide au conseil d'administration concernant d'éventuelles poursuites, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais en tout cas, chacun est libre de poursuivre contre X ou plus précisément. Voilà. Non, mais c'est pour dire que nous, cette enquête, cette enquête de recherche de responsabilité, on ne l'a pas menée. On ne l'a pas menée. On n'a pas cherché à savoir. On a juste cherché à comprendre ce qui s'était passé factuellement, à voir quelles conséquences il y avait. L'auditeur a précisé un petit peu tout ça par les montants concernés sur la base d'analyse de la comptabilité. Mais nous, on n'est pas allé chercher comment, est-ce que c'est le conseil d'administration, est-ce que c'est les élus de la ville qui étaient présents au conseil d'administration, est-ce que c'est le directeur tout seul, est-ce que c'est tel salarié, est-ce que c'est les bénévoles qui ont fait... Vous voyez, on n'est pas allé chercher là-dedans, ni sur l'affaire des paniers, ni sur tout autre... on voit simplement les faits. Il y a de l'argent qui n'est pas rentré, on sait pourquoi. Il y a de l'argent qui a été dépensé, on sait pourquoi. Après, la légitimité des uns et des autres, on n'a pas enquêté. Et ça peut être fait, on ne dit pas que ça ne peut pas être fait. C'est tout en votre honneur, mais c'est pas votre rôle d'enquêter. Ben voilà. Je pense que c'est tout. Avant les conclusions là, du conseil d'administration, je reviens sur le truc. Moi, je pense quand même que, en gros, vous nous dites, il y a des actions qui ont été engagées par l'ancien directeur, puisqu'il n'est plus directeur, qui n'ont pas été validées par le conseil d'administration. Ça revient à ça, vous en avez cité quelques-unes. Donc là, l'incompréhension pour beaucoup d'habitants, dont je fais partie, c'est cette rupture conventionnelle. C'est-à-dire, à un moment donné, on entend, là, encore aujourd'hui, bon, c'est à charge, moi je suis désolé, c'est à charge par rapport au directeur. Je pense tout à fait légitimement. On verra quand
on aura l'audit et on y verra plus clair, parce que pour l'instant, on a des tendances. Donc moi, je pense quand même que, après, comme le disait M. Amadi, il est possible que ça soit sur le plan pénal, quoi, après, hein, ça, mais ça, chacun. Donc moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous comptez, vous, collectif d'habitants, il prendra sa décision après, dans les jours qui viennent, c'est clair. Mais est-ce que vous comptez, vous, porter plainte? Parce qu'on est dans des situations, ça peut être considéré comme abus de bien social, hein, parce que, bon, en définitive, il a utilisé le centre social à des fins qui lui appartiennent, sans mandat, je veux dire, des administrateurs. Et puis c'est aussi, ça pourrait être considéré comme des détournements, je dis les mots, ils sont forts, hein, de fonds publics et de fonds sociaux. Donc c'est pas rien, quoi, je veux dire, à un moment donné. Et c'est vrai que dire on fait une rupture conventionnelle, moi, enfin, je sais pas, je suis pas un spécialiste du droit des salariés privés, mais quand on fait une rupture conventionnelle, c'est que, bon, il y a une convention entre les deux, on se sépare à l'amiable. Voilà. Donc ça, c'est quand même incompris et incompréhensible. Alors j'ai bien entendu les arguments, ça nous coûtera plus cher et tout ça, mais enfin bon, si demain on va vers une liquidation, un dépôt de bilan, c'est pas ça qui va grever davantage la situation. Donc là, est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que d'abord ça a été signé? J'arrête là, hein, parce que je ne vais pas monopoliser. Est-ce que ça a été signé? Et essayer de nous éclairer sur savoir qu'est-ce qui a guidé, parce que là c'est une décision qui vous appartient. Hein. C'est pas ni la ville, ni la CAF, ni personne, ni nous, hein. C'est vous. Et voilà, je répète que c'est pas bien, c'est pas compris du tout. Pour cette affaire de rupture conventionnelle, les choses se sont passées de la manière suivante. Dès qu'on a constaté l'ampleur, on va dire, hein, et assez rapidement, on a constaté par différentes, d'une part par les financeurs, qui, on a vu tous les manquements. On ne va pas rentrer dans les détails, on va perdre du temps. Il y a eu d'importants manquements de tous ordres qui ont été constatés. Donc, on a, comme vous le savez, on fonctionne en conseil d'administration. Donc, le bureau a proposé un licenciement pour faute grave. Évidemment, comme dans toute instance démocratique où on parle ensemble et où on s'explique, les arguments pour la rupture conventionnelle, pour le licenciement. Plus exactement, excusez-moi, le licenciement a été lancé, la procédure a été lancée. Voilà. Il y a eu, lors de l'entretien préalable, M. Stein, donc le directeur précédent, nous a demandé s'il était possible d'entamer une rupture conventionnelle, de transformer le licenciement en rupture conventionnelle. Comme il se doit, on a enregistré sa demande et on est venu vers le conseil d'administration pour lui demander s'il acceptait cette rupture conventionnelle. C'est là qu'a eu lieu le débat sur les avantages et inconvénients de l'une et l'autre des solutions, c'est-à-dire de maintenir la demande de licenciement. Fermez vos micros, s'il vous plaît. De licenciement pour faute grave ou d'accepter la rupture conventionnelle. De mémoire, donc le score a été très serré, mais c'est l'acceptation de la rupture conventionnelle qui l'a apporté, et on peut dire que, si vous voulez, pour éclairer un peu les choses, c'est qu'il y avait ceux qui pensaient qu'effectivement la faute grave devait être maintenue parce que ça correspondait à une faute grave. Voilà, et on le constate encore mieux aujourd'hui. Hein. Et puis il y a d'autres, ou bien, disons, les débats étaient en chacun de soi, et puis après, à un moment donné, on prend une décision pour voter. Hein. C'est vote à bulletin secret. Et on a l'autre élément qui peut-être a pu jouer en faveur de la rupture, c'est le fait que M. Holstein, ce directeur, a été perçu, et donc on était en janvier, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu toutes les dimensions des choses, a pu être perçu comme ayant, au détriment certes d'une action de gestion correcte, mais avoir été sur le terrain, avoir développé des choses,
avoir commencé à tisser des liens. Autrement dit, c'était pas noir et blanc, c'était pas... voilà, donc il y a plus ça, il y avait ça qui a pu jouer, et également le fait que la différence de montant qui lui était accordé dans le cadre de la rupture conventionnelle, hein, c'est quoi, 1800 euros. 1800 euros. Par rapport à... Voilà, on a considéré que tout ça a été expliqué, hein, là je n'ai plus les détails, mais tout ça a été expliqué en conseil d'administration, et la décision a été d'accepter la rupture conventionnelle. Malgré, par exemple, l'avis complètement négatif là-dessus de l'avocat qui suivait cette affaire. Donc voilà, on est quand même dans un fonctionnement démocratique. En début d'année, tous les directeurs des centres sociaux reçoivent une notification, convention entre les deux parties, la CAF et la structure concernée. Et cette convention, il n'y a rien à remplir. C'est l'une des choses les plus simples à faire par un directeur. C'est on imprime, moi-même je le faisais, j'imprime, je viens voir Madame Françon, elle signait et j'envoyais. Et Madame Françon, si elle n'était pas là, je signais en PO parce qu'elle m'a toujours fait confiance, elle ne m'a jamais rejeté. Donc le travail dans le sens social, c'est aussi un travail d'équipe. C'est pas que j'arrive, je rejette tous ceux qui ne m'intéressent pas, voilà, en disant, en proclamant haut et fort, je déteste travailler avec les anciens, ça ne sert à rien, ils te font perdre du temps, souvent c'est des incompétents. Et ben lui, il est très très compétent et aujourd'hui on voit le résultat. Juste pour vous dire que ça serait bien, à chaque fois que vous présentiez ce travail d'audit, de bien clarifier les choses afin que les responsabilités soient bien situées. Merci beaucoup. L'expert nous a fait quand même des propositions. En fait, c'est plutôt une installation de 3 solutions potentielles. C'est-à-dire qu'il nous faut un apport financier exceptionnel de financeurs pour éponger la dette. Pour nous permettre de les payer, plus exactement. Oui, c'est plutôt, oui, pas éponger. Absorber, payer la dette. Voilà. Hein? Cet apport pouvant être complet comme incomplet et associé à effectivement un plan de licenciement économique. Cette solution elle n'est juridiquement possible, on s'appelle ça une procédure de sauvegarde, qu'à condition de ne pas être en cessation de paiement. Or, nous sommes obligés de constater que nous sommes en cessation de paiement. Et nous avons eu donc, à la demande aussi de notre commissaire aux comptes, là aussi on l'a déjà signalé dans notre lettre numéro 3, effectivement, la commissaire aux comptes a informé le tribunal judiciaire de notre situation et nous a enjoint à effectivement réaliser dans les 8 jours un conseil d'administration que nous avons eu donc le 5 mars dernier. Et dans ce conseil d'administration, effectivement, où elle était présente, elle nous a, elle aussi, après que l'expert, M. Bove, nous ait présenté la situation, nous a aussi donc dit les différentes possibilités. Donc cette aide au comblement des dettes, il faudrait vraiment qu'elle soit complètement épurée, de façon à ce qu'on puisse envisager de poursuivre le centre tel qu'il est. Redressement judiciaire, cette solution peut être envisagée si le centre justement se déclare en situation de cessation de paiement. C'est ce qu'on est obligé de faire de toute façon. Et elle consiste donc à déposer cette demande auprès du tribunal qui mandatera un mandataire judiciaire pour examiner le plan de redressement
que nous lui proposons, ou éventuellement, et discuter avec nous de ce plan de redressement sur sa faisabilité. En sachant qu'effectivement, dans ce plan de redressement, nous oblige à régler les 343 000 euros de dette qu'on peut étaler sur au maximum 10 ans, ce qui nous représente 34 000 euros par an à bloquer sur notre budget pendant 10 ans pour payer cette dette. Et que, comme nous l'avons remarqué, on a 53 000 euros de dette supplémentaire depuis le début janvier. La plus importante partie de cette dette supplémentaire, autour de 47-48 000 euros, est liée au fait que nous avons trop, entre guillemets, de personnel par rapport au financement que nous avons. Donc, tant que nous allons garder la totalité du personnel, nous allons augmenter nos dettes. Donc, de toute façon, un plan de redressement nécessitera un nombre à travailler, à discuter, mais probablement de l'ordre minimum de 6 à 7 personnes sur les 13 pour aborder la possibilité de continuer l'activité du centre sans modification de son association présente. Voilà, en sachant que des licenciements aussi entraînent des litiges, parce qu'effectivement chaque personne licenciée va essayer de se défendre au mieux de cette situation et va entraîner des démarches tout à fait normales et logiques de défense de salariés. Et que donc on risque d'avoir des litiges qu'il nous faudra aussi effectivement payer si nous perdons. En tout cas provisionner. Et donc ce qui rajoute aux 34 000 euros donc une somme à provisionner en cas de litige. C'est ça la deuxième solution, redressement judiciaire. À la fin, c'est effectivement le tribunal qui jugera si ce redressement est faisable ou non faisable. Cette liquidation judiciaire, on peut la laisser, entre guillemets, choisir, entre guillemets aussi, par le mandataire judiciaire, ou on peut, en tant qu'administrateur, la proposer directement, en estimant que le redressement de cette situation financière est pratiquement très difficile, on va dire, voire impossible. Dans cette solution de liquidation judiciaire, c'est ce qu'on discutait ce matin avec nos salariés, parce qu'on a souhaité effectivement que les premiers à entendre cet audit, enfin ce résumé en tout cas, c'était bien nos salariés. Et ce matin, donc, on a abordé déjà avec eux la question et on va continuer à le faire dans la semaine, parce que dans cette situation de liquidation, tous les salariés en bloc sont licenciés dans un cadre que certains appellent protégé. C'est-à-dire qu'effectivement, ce cadre donne, dans le cadre de ce licenciement, une prise en charge donc par une assurance contre les risques de non-paiement, justement. Et du coup, c'est à discuter, et on va continuer à en discuter toute la semaine, parce qu'effectivement, nous n'avons pas pris cette décision lors de notre dernier conseil d'administration du 5 mars, et nous avons demandé d'avoir une semaine de réflexion avec justement les salariés, avec vous en tant qu'adhérents, avec tous ceux qui voudront bien s'associer à notre réflexion, de manière à décider cette fin de semaine, parce qu'effectivement, nous n'avons que 8 jours pour déposer effectivement ce dossier. Si nous dépassons ce dossier, cette date-là, c'est nous, personnellement, administrateurs, qui seront poursuivis par donc le tribunal. C'est pas le dépôt du dossier, c'est le dépôt de la déclaration de cessation de paiement. Voilà, le dépôt de la déclaration de cessation de paiement, il faut qu'on la fasse là-dessus, c'est-à-dire que faut qu'on avance, en tout cas on n'a que 8 jours pour le faire, et il faut qu'on fasse cette déclaration de cessation de paiement, mais on veut travailler avec vous, justement, est-ce qu'on dépose sur le redressement, ou est-ce qu'on dépose sur la liquidation, ou est-ce qu'on dépose sur les deux, entre guillemets. Ouais. Sachant que
on va directement sur ces solutions-là, ou on semble aller directement sur ces solutions-là, là, devant vous maintenant, parce que on a déjà discuté avec la ville, on a déjà discuté avec la CAF, on a déjà regardé un petit peu toute cette situation-là, et on sait, la ville l'a dit, qu'elle n'abondera pas, hein, on va prendre ce terme, elle n'épongera pas, vous appelez ça comme vous voulez, elle ne va pas mettre... Enfin, ça n'a jamais été écrit pour le moment, on aimerait bien que ce soit écrit quelque part, mais la ville, pour l'instant, ne nous dit pas qu'elle va elle-même, hein, ou avec des partenaires, éviter qu'on passe dans une situation où on fait appel à un mandataire. Voilà. Donc, autrement dit, la ville ne nous met pas, enfin les partenaires financiers ne considèrent pas possible de nous donner les moyens de payer ses dettes et de rester centre social et de continuer à travailler, y compris avec des licenciements si besoin, pour adapter la voilure. Hein, voilà. Ok, d'accord. Donc, Mohamed Amoudi pour le collectif d'habitants. Déjà, je vais essayer d'être bref. D'abord, merci pour cette petite restitution et merci de ne pas avoir pris de décision. C'était une des demandes, tout le monde ne l'aurait pas fait, donc déjà il faut le saluer. Même s'il manque une partie de la transparence, donc on nous a dit que ça arriverait par la suite avec le cahier des charges, etc. La première restitution était quand même intéressante, on a quand même des informations. Donc on est également dans l'attente de déterminer les responsabilités de chacun, savoir s'il faut aller en justice ou pas, etc. Donc là, un des points qui nous concerne aussi, auquel on tient, c'est le maintien du centre social et les salariés, et aussi au niveau des activités. Donc là, une des pistes privilégiées par le collectif est la possibilité d'une municipalisation du centre social. Ce qui suppose et ce qui implique que les financeurs acceptent de mettre la main à la pâte. On a bien entendu ce que vous avez dit, que pour le moment, ça ne l'était pas, mais nous, on lance un appel du pied à la municipalité pour dire que ce serait bien de renflouer cette dette et de repartir avec toute l'équipe, une partie de l'équipe, à réfléchir et à discuter ensemble, mais ne pas aller vers une liquidation judiciaire. Et donc, on souhaiterait quand même qu'il y ait un maximum d'emplois qui soient conservés, de salariés qui soient conservés, et on est prêt à travailler avec la municipalité, on est disposé à les accompagner pour ce type d'accompagnement, mais on met vraiment l'accent, nous, notre accent prioritaire, c'est vraiment, voilà, j'aimais cette hypothèse de municipalisation parce qu'on pourrait contrôler un peu ce qui s'y fait, contrairement à ce qui s'est fait, et ce serait pour nous une des meilleures solutions. Alors oui, bonjour à tous. Juste déjà pour commencer, un petit partage d'expérience, puisque sur le premier moment, on a travaillé très en relation avec le Centre social des comptes sur un certain nombre d'actions. Donc c'est vrai que, alors je c'est pas du tout la position du Centre social, mais nous concernant, et je pense qu'au niveau du centre, ça a été la même position. On n'a eu aucun personnel, nous, en chômage partiel, parce qu'on a été vraiment sur le pont, hein, comme on dit, et que ça a été une période très chargée et très éprouvante pour l'ensemble de nos personnels, parce qu'ils avaient quand même à cœur de pouvoir travailler. Et puis, on est quand même sur des dimensions sociales qui est encore plus importante sur ces temps-là, et du coup, ça a vraiment pris beaucoup d'énergie à toutes les équipes, et je pense celle du centre social également. La deuxième chose, pour revenir sur un des scénarios qui avait été proposé, l'idée de, alors j'ai bien compris que c'était le scénario qui ne serait pas retenu, mais l'idée d'échelonner sur 10 ans, etc. Enfin, moi j'ai la malheureuse expérience de ce qui s'est passé à Pniel, où pendant longtemps on nous a dit bon, il ne se passe pas grand-chose parce que vous comprenez, il faut provisionner les futurs procès, etc. Au final, il n'y a aucun procès qui a été provisionné, ça c'est fini comme tout le monde, enfin tout le monde. Et puis, moi, je vais revenir quand même sur l'idée de responsabilité, parce que des raccourcis faciles. On les entend, mais on n'a pas d'image. Bon, je vais continuer à parler. S'ils m'entendent, c'est l'essentiel. L'idée, je disais que quand on lisait un peu tout ce qui s'est passé, qui a été repris par la presse de façon diagonale, on avait l'impression qu'en fait, toute cette situation a été due au directeur et puis à la police
Et donc, je disais que j'étais pas tout à fait d'accord sur cette façon de voir les choses, dans le sens où à l'Andalous, c'est des gens qui ont juste occupé des locaux. Et par contre, le directeur, bon, je suis plutôt d'accord, sachant que en termes de responsabilité, enfin moi, il y a un moment sur ce territoire-là, il va falloir se poser des vraies questions. C'est ce qui me semble important. Parce qu'on n'en est pas au premier coup d'essai, pas au deuxième, pas au troisième, pas au quatrième. Enfin voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on connaît des grandes défaillances sur ces structures. Et du coup, on peut pas à chaque fois dire que c'est la faute de la ville ou de la CAF, parce que la ville et la CAF, c'est pas eux qui gèrent ces structures-là au quotidien. Elles font des financements. Et même si je pense que la ville et les autres organismes partenaires doivent avoir aussi un devoir de contrôle par rapport à ces financements, c'est quand même pas eux qui font les chèques, qui prennent une décision. Donc à un moment, on a des situations à répétition sur ce territoire qui sont incompréhensibles et totalement anormales. Donc je pense qu'il faut aussi à un moment que les habitants, puisque c'est les habitants qui forment les conseils d'administration et les bureaux, prennent leurs responsabilités et aussi prennent conscience peut-être des limites qu'ils ont à gouverner ce genre d'instance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans des bureaux et dans des CA si on n'a pas des capacités à pouvoir dire non à un directeur. Parce que moi, dans ma structure, je suis directeur et je suis salarié de ma structure. Et c'est mon bureau et mon CA qui décident, c'est pas moi, en fait. Donc du coup, je comprends pas que ça soit pas le cas dans d'autres structures. Et à un moment, si le directeur a fauté, il a fauté, c'est sûr. Mais je pense que les instances de gouvernance de l'association ont complètement leur responsabilité également et qu'on ne peut pas défausser ces instances-là de leur responsabilité sous prétexte que le directeur prenait trop de place, parce qu'il n'acceptait pas. Parce qu'il n'acceptait pas, il a un devoir de salarié. Pour le LCA, dans ces cas-là, on peut totalement le droit d'entamer des démarches de licenciement si un directeur ne peut pas exécuter le travail qui lui est demandé par les instances de gouvernance. Donc en termes de responsabilité, je pense qu'il est aujourd'hui important que les gens prennent vraiment leurs responsabilités et qu'on arrête de rejeter la faute sur les autres, sur la ville, sur la CAF, sur les directeurs, etc. Et que les instances donc, de gouvernance du centre social qui étaient en place à ce moment-là, pour moi, elles sont aussi fautives que le directeur, puisqu'elles n'ont pas pris leur responsabilité. C'est-à-dire de septembre à décembre 2019, tout était beau, tout était rose, tout le monde était invité, tout le monde pouvait participer, c'était la communication, c'était le grand amour entre toutes et tous. À partir de janvier-février, j'ai passé une quinzaine de jours où je n'étais pas bien. J'ai demandé au directeur pourquoi les relations entre nous avaient évolué d'une façon particulièrement distante, froide, voire méprisante. J'étais devenue l'objet d'un certain nombre de qualificatifs amicaux, entre guillemets, à la retourne. Je dirais les choses, j'ai toujours beaucoup d'humour, je suis très incisive, et là, je n'ai pas envie de faire des cadeaux. Pas aujourd'hui, en tout cas. Bien. Il s'est même permis de faire allusion à d'éventuelles difficultés dans mon couple. Il a rencontré mon époux une fois. Pas deux, parce qu'il se serait volé dans les plumes. Mon époux l'a tout de suite jugé. Et j'ai quand même continué ma tâche de présidence en essayant au maximum d'avoir des renseignements. Finance, la trésorière de l'époque a démissionné au bout de 3 mois et demi. Madame Séné, elle n'arrivait pas à obtenir le moindre renseignement financier. En ce qui me concerne, je n'ai jamais su à quelle date il fallait déposer les projets d'action. Je ne les ai jamais vus. À quelle date il fallait déposer les bilans des actions, sauf quand les deux animatrices familles ont bouclé leur projet avant de partir en congé, c'est-à-dire fin août, début septembre, où j'étais présente au centre, parce que pendant l'été, j'étais tous les 2 jours au minimum présente ici, les après-midi, de 14h à 21h, 22h, voire 23h, et même plus quand il y a eu un gros incident. J'étais sur place. Et c'est moi qui suis allée devant la porte discuter avec les personnes assez excitées qui, seules, avec les personnes assez excitées qui discutaient,
Mes responsabilités, je les ai prises tout au long de cette année, jusqu'au jour où vraiment trop c'était trop. Pourquoi c'était trop? Parce que nos statuts, dans l'article 3, disent que nous sommes une association laïque et apolitique, et que donc mon intervention à Pugné, à la suite d'une interrogation des habitants de Pugné, qui n'avaient plus accès aux salles parce qu'elles étaient bondées par d'autres activités, ont posé la question, je suis allée voir de quoi ils retournaient. Et le lendemain, lors de ma réunion traditionnelle avec monsieur le directeur, je me suis fait incendier pendant une bonne vingtaine de minutes, parce qu'il avait eu des insultes, parce que si, parce que j'étais intervenue, parce que j'avais pas le droit d'y aller, etc., etc. Au bout de 20 minutes, n'ayant pas eu l'opportunité de pouvoir lui expliquer le pourquoi et le comment, je suis partie, j'ai donné ma démission, en donnant ma démission à ce moment-là. Et je devais aller me rendre à la mairie à 12h30, nous avions rendez-vous avec lui, je n'y suis pas allée, ma décision a été entérinée, ma lettre de démission est partie le vendredi à 14h, recommandée avec accusé-réception. Je ne veux pas porter mes dossiers ici. Je ne suis pas une femme de dossier, je ne suis pas une femme qui cherche du pouvoir. Je suis une femme qui est dévouée au quartier depuis 40 ans. 40 ans administratrice au centre socioculturel. 40 ans où j'ai essayé d'exercer ce que disent le règlement intérieur du centre, ma fonction de responsable. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'avais que des insultes et monsieur se levait très vite au bout de... Quand je commençais à poser des questions embêtantes, qu'il embêtait, pardon. Ah ben, je suis en retard, j'ai une réunion, je dois partir. Et hop, il était parti. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, au niveau de la gouvernance, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas assisté. Je passais 1 à 2 nuits d'insomnie avant chaque réunion avec lui. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas refaire l'histoire, mais je vous demande de prendre en compte quand même, ça suffit, je vous demande quand même, respecter la parole d'une présidente qui pendant 1 an et demi a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait et n'a obtenu du directeur aucune information valable. Merci. Et s'il faut aller en justice, j'irai, parce que j'ai eu 2 enquêtes. 2 enquêtes de nos financeurs, très importantes. On m'a demandé la discrétion. Les enquêteurs m'ont demandé la discrétion. Je ne vous dirai pas qui ils sont. Je ne vous dirai pas qui ils sont. Je respecte ce qui m'a été demandé. Dont une enquête sur la gestion du personnel, parce qu'au point de vue financier, je n'avais aucun élément à leur donner, de 4 pages. Merci. Je suis à même aujourd'hui de la produire à la presse, s'il la demande et si ça doit être justifié. Parce que s'il faut aller en justice et si le docteur qui a exercé illégalement son diagnostic de me dire Alzheimer sur la presse doit être condamné, eh bien croyez-moi, je profiterai de l'argument. Merci. Marie-Jeanne, c'est ça, parce que je confirme ce que tu as dit, parce qu'à l'époque j'étais élu, bon j'avais plus de responsabilité sur le quartier, mais j'étais élu, et on faisait passer la rumeur, ce monsieur qui faisait passer la rumeur que tu avais Alzheimer. J'ai eu une vive discussion avec lui, et d'ailleurs dès le lendemain, je t'ai appelé pour te soutenir. Mais il y a une vraie manipulation dans cette histoire. Je pense que les administrateurs et les salariés ont été manipulés. Et ça, il faut que ça aille en justice. C'est pas la peine de parler du futur du centre social si on n'entame pas des procédures sur ce qui s'est passé avant, parce que ça va être un perpétuel recommencement. Et moi, je soutiendrai la mairie, la municipalité, si elle ne rajoute pas d'argent dans un puits tel que sont les centres sociaux actuellement. Ce sont des puits sans fond, puisqu'il n'y a pas de contrôle, et c'est là le bas blesse. C'est un système qu'il faut changer. C'est pas une direction, c'est pas un président, c'est pas un directeur, c'est tout le système qu'il faut changer. Moustapha, moi ce qui m'inquiète, c'est que Marie-Jeanne a dit qu'elle était toute seule. Est-ce que c'est normal qu'elle se retrouve toute seule dans cette situation? Où sont la classe, où sont la ville? Parce que c'est à eux de dire écoute, c'est pas normal qu'elle soit toute seule. Jusqu'à quel point la responsabilité de chaque entité, que ce soit direction ou que ce soit administrateur, peut être engagée, les histoires de formation, les histoires de responsabilité. Bon,
tout ça, c'est un énorme sujet, on est bien d'accord. Alors, la question particulière de la responsabilité de chacun, on a dit qu'on allait voir, chacun de sa place, ce qu'on fait de l'éventuel dépôt de plainte, enfin bref, poursuite judiciaire sur les responsabilités par rapport à l'argent public, etc. Chacun peut formuler les questions qu'il veut voir traitées par la justice éventuellement. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez bien que les différents témoignages, tout le monde, comme le disait Jean-Luc, tout le monde n'est pas ici pour défendre son point de vue. S'il y a une enquête, s'il y a des poursuites judiciaires, les gens qui doivent l'être vont être amenés à faire les témoignages, à donner des indications. L'audit qui a été fait n'a été qu'un audit financier. Ce n'est pas un audit de fonctionnement, de recherche de responsabilité. Hein. Donc si un tel audit devait être fait, ben, il peut l'être, et pourquoi pas. Enfin bon, nous, en tant que CA, on va aborder cette question. Je ne sais pas du tout quelle sera la réponse. Il faut poser les éléments pour le faire en responsabilité, justement. Hein. C'est notre rôle. Bon, maintenant, nous, ce qui nous a intéressé dans cette période, une fois qu'on a eu compris, assez vite quand même, qu'il y avait de gros problèmes, notre idée n'a pas été d'aller chercher si c'était de la faute aux uns ou aux autres, à part le directeur pour lequel c'était manifeste qu'il n'a pas joué son rôle, et qu'en tout cas, il y avait... Enfin bref, on a décidé de s'en séparer. Voilà, on l'a fait. Les formes auraient pu être différentes, elles sont ce qu'elles sont. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite. Hein. Donc, on est bien... Alors, Guy Fajot commençait à dire... bon, apparemment, vous plongez vers le... Enfin, vous reportez directement vers la liquidation. Moi, je lui dis tout de suite que non. On ne se plonge pas vers la liquidation, on plonge vers la déclaration de cessation de paiement. Et ensuite, derrière... Je n'avais pas fini mon propos. Oui, oui, non mais... Donc, j'introduis juste, là, après vous poserez les questions. Donc, on en est là. On va déposer, très probablement, puisque la ville ne va pas... ni aucun autre nous donner de quoi continuer à avancer dans l'état où on est. Donc on va déposer une déclaration de cessation de paiement. On va remplir le dossier adéquat qui nous donnera le choix, et on va voir lequel on va faire, on y réfléchit, en fonction des pistes qui vont nous être données. D'une part par la ville, et d'autre part par la fédération, sur les solutions qu'on peut envisager derrière, par la fédération des centres sociaux. Donc c'est en fonction de ces éléments qui continuent à être travaillés, et notamment qui vont l'être au prochain conseil d'administration, qu'on prendra la décision de faire un choix ou l'autre choix. Donc à partir de ce moment-là, on peut effectivement commencer à regarder les avantages, y compris ici, hein, pourquoi pas, bien sûr, ça nous intéresse, de regarder les avantages, les inconvénients des différentes solutions qui peuvent être envisagées. Et la question des responsabilités, ou plutôt, bon, par exemple, M. Hamadi dit ces structures-là, on n'en veut plus, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un point de vue. Il y a Mohamed Hamadi, Mohamed Hamoudi, qui dit, le collectif habitant, hein, qui dit pourquoi pas une municipalisation. Bon voilà, on a des pistes comme ça, c'est ça qu'il va falloir travailler dans la période à venir, et y compris avec les habitants et les adhérents. Bon, vous disiez qu'il y a parmi les habitants là qui sont adhérents, et c'est eux qu'on représente quand on est en conseil d'administration. Bon. Et pourquoi pas une AG extraordinaire, voilà, et tout ça est sur le tapis là maintenant pour prendre les bonnes décisions avec les acteurs concernés, que sont en particulier la ville, la Fédération des centres sociaux, qui a des propositions à faire, la CAF, qui est là normalement, qui était là en tout cas tout à l'heure, en visio. Voilà, vous voyez, c'est ça maintenant le paysage. Après, le reste, on est bien d'accord que ça pourrit la situation et ça pourrit la réflexion si on replonge toujours vers... Alors après, la presse, c'est autre chose, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, nous, on a du boulot devant nous. Alors, simplement, je voudrais rajouter, on a déjà travaillé, et on va continuer cette semaine, la question de la possibilité du redressement judiciaire. On a
bien vu qu'il fallait faire un plan effectivement de licenciement et un redimensionnement de l'équipe. Bon, ça c'est dans le cadre d'un redressement judiciaire. Si on étudie la question, non pas qu'on y est déjà, mais il faut quand même étudier les possibilités. Si on est finalement, on aboutit à une liquidation judiciaire. Tout le monde est licencié. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on redémarre pour le service? Et à ce moment-là, on est au niveau des habitants. Comment on redémarre effectivement un ensemble de services que jusqu'à présent, le centre fait. Il n'est pas encore fermé. Alors, là, pour l'instant, on a deux hypothèses, enfin deux débuts de réflexion. Un début de proposition de la Fédération des centres sociaux, qui au dernier, c'est le conseil d'administration, nous dit, nous, en tant que Fédération des centres sociaux, généralement en accord avec la CAF, que nous connaissons bien, avec lequel nous avons des agréments multiples, et en accord avec la ville, qui est votre principal financeur, nous devons travailler la possibilité de poursuivre sous une forme d'un centre socio-culturel qui redémarrera effectivement à un minima et montera en puissance en fonction des possibilités financières qu'il aura. Donc, l'idée de départ de la fédération, c'est ça, c'est redémarrer une équipe conventionnée avec la CAF et avec la ville sur un certain nombre de contrats, et ce contrat, d'une part, il repart avec un minimum de 4-5 personnes, et d'autre part, on repart sur une renégociation du projet social du centre avec les habitants à nouveau pour repartir sur un projet qui effectivement voilà, on va dire, va tenir la route. Ça c'est et un accompagnement de sa part effectivement pour nous accompagner dans cette démarche d'aller vers les habitants et vers ce... Bon, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle qui est proposition plutôt qu'hypothèse, c'est celle de la ville de Chambéry, qui peut peut-être s'exprimer maintenant directement, vu qu'elle est représentée par 2 de ses membres. Concernant la ville, là où nous pouvons rassurer les habitants, c'est qu'il n'y aura pas de discontinuité de l'activité. Il y aura une continuité de l'activité. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une subvention de fonctionnement qui a été prévue pour le centre social. Cette subvention de fonctionnement, elle ne sera pas économisée, elle sera remise sur le quartier à destination de l'animation de vie sociale, de vie socio-culturelle. Donc il n'y aura pas d'économie de ce côté-là. On va prendre quand même, on va prendre le temps quand même de tout reconstruire. Quand je dis tout reconstruire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part tous du même constat, et puis vous le dites, et puis on l'a vécu, hein, ça fait plusieurs années qu'il y a plusieurs pilotes de l'action socio-culturelle comme ça qui dysfonctionnent et puis qui vont jusqu'à disparaître. L'idée aujourd'hui, c'est de reconstruire, d'accord, avec les habitants, d'accord, et c'est pas la ville qui va piloter toute seule cette reconstruction, ça va être avec les habitants, d'accord, parce qu'il va falloir redéfinir un projet, et c'est le projet qui sera revu, rétabli, rédigé avec les habitants qui va définir la structure et la gouvernance, parce qu'on peut lire de partout, on a pu parler de SIC, on a pu parler de tout un tas de choses. J'ai même moi pu dire au conseil municipal qu'on arrivait peut-être à la fin du principe de l'association de loi 1901 pour les centres sociaux. J'en profite pour préciser, pour ce centre social, socio-culturel-là, et pas les autres. Je veux dire, s'il y a des choses qui fonctionnent, on ne va pas non plus aller foutre le bazar là où ça marche. Donc je parlais bien de cette situation-là, j'en profite pour le clarifier. Donc c'est le projet qui va être refait, retravaillé avec les habitants, d'accord, qui va redéfinir ensuite le type de statut et le type de gouvernance. Voilà. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui de la difficulté du centre social et des deux autres, et de l'ancien centre social de Pugnet et de l'EVS Châtaignier? C'est des difficultés en général dans tout ce qui est procédure. C'est-à-dire qu'il y a des procédures de contrôle. L'autonomie, ça n'empêche pas le contrôle. D'accord? La responsabilité, ça n'empêche pas le contrôle. Il y a un problème de procédure et de contrôle interne et externe. Quand je dis interne, c'est au sein d'une association, comme dans toute organisation du travail, des délégations, des fiches de poste, des missions,
du reporting et du contrôle. Je veux dire, c'est la vie de tous les jours, si on veut savoir comment ça fonctionne. Et des procédures de contrôle externes, quand je dis externe, c'est effectivement, aujourd'hui dans les statuts associatifs, quand il y a des membres de droit, pas forcément droit au vote, crainte de l'ingérence, parce que l'ingérence, ça peut exister aussi, d'accord? Et c'est ces choses-là qu'il faut qu'on clarifie, et puis il faudra qu'on fasse en sorte que les habitants, c'est aussi des associations qui existent sur le quartier. Donc construire avec les habitants individuellement, avec des individus, pardon, mais aussi avec des associations du quartier, d'accord, mais en même temps avec des collectivités, des financeurs. Et c'est ensemble, c'est avec ce package-là qu'il faudra reconstruire des choses, d'accord. On va se donner le temps de le faire avec les habitants, mais on va se donner du temps parce qu'il faut aller chercher aussi d'autres habitants, d'accord. On a des habitants qui sont éclairés, qui ont l'information, qui ont accès à l'information et qui peuvent venir, et qui vont venir. Et puis il y a ceux qui n'oseront pas venir, qu'il faudra aller chercher, solliciter. Et là, on va compter sur vos connaissances aussi, hein, en tant qu'habitants, pour aller aussi chercher d'autres personnes qui peuvent se plaindre par ailleurs et ne pas venir, ou qui n'ont pas forcément, c'est pas simple de parler en public comme ça, d'accord, l'information et la formation pour causer aussi en public. C'est aussi ces habitants-là qu'on veut. Donc on se laissera la possibilité pendant tout ce processus de construction avec vous d'y intégrer aussi d'autres habitants au fur et à mesure, parce que sinon ça veut dire que si on redémarre là, avec les habitants qu'on a ici, on aura toujours le même système, c'est-à-dire qu'on fonctionnera toujours avec les mêmes. Voilà. Et nous, l'idée, c'est qu'il faut aussi ouvrir. D'accord ? La formation, l'accompagnement, ça en fera partie. D'accord ? Parce que c'est pas simple de gérer une association. Alors, on a l'impression que c'est facile d'être directeur d'association, et puis quand il arrive une tuile comme ça, on se rend compte que finalement, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Donc, c'est pareil pour on parle de gouvernance, mais c'est pareil pour les administrateurs, et vous l'avez dit tout à l'heure. On est administrateur, mais en fait, quel pouvoir on a, quel pouvoir d'interpellation on a, quel pouvoir de dire stop, et en même temps je suis employeur et en même temps j'y connais rien. Voilà. Donc l'idée c'est de la formation et de l'accompagnement en même temps. Salut monsieur. Donc clairement ce que la ville peut garantir aux habitants des Hauts-de-Chambéry, c'est une continuité. Voilà. Nous on est là pour garantir la continuité sur une période. Voilà. Et sur cette période, effectivement, va s'engager tout le travail que vient de définir Farid. Voilà. Et c'est sur une période limitée. Pourquoi ? Parce que la ville n'a pas comme objectif de gérer le centre social, quoi. Il appartient aux habitants, donc on va les aider. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans les explications qu'on vient d'avoir par rapport au conseil d'administration, c'est l'absence de contrôle de la mairie. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça, aux différentes alertes qu'il y a pu avoir ? Alors, l'absence de contrôle et ensuite les alertes. L'absence de contrôle, c'est que la mairie de tout temps, c'est l'usage qui fait ça, hein, les membres de droit dans les centres socioculturels, et à ce titre-là, l'usage fait qu'elle ne prend jamais part au vote. Voilà. Pourtant, dans les statuts, il est peut-être précisé dans les statuts que c'est possible. Hein. Voilà. Pardon, la deuxième partie de la question, c'était... Non, mais parce qu'on a entendu, par exemple, Madame Tivolier qui avait l'air de dire qu'elle avait... Enfin, elle a dit qu'elle avait interpellé la mairie, puis qu'il n'y avait pas eu de retour de l'alerte depuis que vous êtes en majorité. Hein. Mais on pourrait poser aussi la question à l'autre municipalité. Ouais, hein, d'accord. Alors moi, je ne sais pas. Hein, simplement, moi, c'est vrai que j'ai été... la présidente du centre social, moi, ne m'a jamais interpellé directement. Quand elle m'a interpellé, les choses étaient déjà faites, donc moi, j'ai pris le temps de la rencontrer pour aborder certains sujets. Mais il n'empêche que c'est bien nous qui avons alerté le centre social en tant qu'employeur, parce que avec le comité des financeurs, nous avons été nous-mêmes interpellés sur des dysfonctionnements. Donc à ce moment-là, nous avons interpellé directement l'association. D'accord. Voilà. Alors, vous parliez des financeurs. Le deuxième financeur, c'est la CAF. Alors là, elle n'était pas présente, mais en tout cas, son référent, c'est Dominique Loctin, qui est aussi adjoint. Ouais. Donc on ne comprend pas pourquoi la CAF avait les éléments aussi. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'intervention? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre par rapport à, certes, une autonomie d'une association, mais le contrôle des financeurs. Le contrôle des financeurs, nous, quand on a été interpellés, c'est aussi par la CAF. Hein. Les financeurs, c'est l'État, c'est la CAF. Et donc la CAF faisait partie aussi des personnes qui nous avaient interpellés au titre du financement. Voilà. Alors Dominique Loctin, quand il vient au centre social, il annonce systématiquement sa position, c'est-à-dire qu'il vient en tant qu'administrateur CAF, donc il ne se prononce pas pour la ville. Voilà, on partage les rôles. Juste une question à la mairie. Si malheureusement il y a des licenciements, est-ce que les anciens salariés seront prioritaires sur ce qui va être reconstruit?
C'est une question que m'a posée ce matin une salariée, parce que j'étais là ce matin avec les salariés pour effectivement les voir et pouvoir les entendre. Et ils avaient besoin de parler, et c'est très bien, et on a besoin de les entendre aussi. Et c'est ce que je leur ai dit, effectivement, s'il y a des postes qui s'ouvrent, ils pourront candidater, et bien heureusement, on prendra leur candidature. C'est pas le souci. Oui, mais il n'y aura pas une question de priorité. La question de la priorité, elle est un peu compliquée. Hein, ouais. Après, tout dépend des profils de poste que tu cherches. Sinon, ça veut dire qu'on retombera dans le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment, vous venez de citer quelqu'un qui, a priori, n'avait pas le bon profil. Voilà, il y a eu erreur de recrutement. Ça veut dire qu'on referait la même erreur. C'est-à-dire qu'à un moment... sauf que là, c'est des gens qu'on a mis à la porte. Et... Non, mais je parle pas de ça. Moi, tu parles d'une histoire de contrat de salarié. Donc moi, je dis quand on recrute quelqu'un, c'est bien en fonction d'un besoin et d'un profil de poste. Et puis, voilà, c'est ça qui c'est le terme priorité. C'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un, un autre habitant du quartier, a aussi envie et peut-être plus de compétences, pourquoi Oui, une personne qui s'est investie pendant 20 ans, je prends le nom de Khadija, qui était compétente, à cause d'une personne qui a été incompétente, arrive le licenciement, et elle se retrouve sans... Nassira, après l'association qu'il y aura à ce moment-là, qui deviendra employeur, c'est elle qui prendra la décision de reprendre ou pas. Tu vois, nous, je dis mon ressenti là. Parce que je trouve ça injuste. Non mais, je comprends. Non mais je comprends complètement ce que vous dites, parce que pour Pugnet, il s'est passé la même chose pour certains salariés qui ont travaillé, qui ont fait du très bon travail et qui ont pourtant été licenciés et pas repris. Donc je comprends. Monsieur Rezac, je vous avais pas vu là sur le fond, mais il me semblait avoir entendu Farid tout à l'heure. Alors, la réflexion sur les hypothèses donc, à prévoir, elle est importante, mais en fait, nous, on ne le souhaite pas encore. On en profite, le collectif en profite pour vous demander une rencontre, en fait, à la suite de cette réunion, parce qu'on vous a sollicité déjà depuis plusieurs semaines, avec la CAF également, on n'a toujours pas de retour. En fait, nous, on souhaite... Ah oui, la ville, d'accord. La ville. Nous, on souhaite en fait trouver une solution. Donc pour nous, on reste sur l'hypothèse 1 pour les salariés, parce que malheureusement, ils sont tous coupables malgré eux. Ils ont subi aussi également. Et pour le centre social. Et on a également des pétitions à vous remettre. Hein. Depuis une semaine, 10 jours, on interpelle les habitants, on discute et on a des pétitions. Alors moi, je voulais savoir si la décision elle est prise, de ne pas mettre la main à la poche, si elle est définitive, si c'est oui, cela ça va à l'encontre des engagements d'impliquer les habitants, ça va à l'encontre des engagements de campagne. Donc en fait, vous voulez nous impliquer dans votre décision, alors que nous, on souhaite être impliqués dans une décision commune, ensemble. Voilà. D'abord, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal entendu, mais ça fait plusieurs temps que vous nous aviez demandé un rendez-vous, c'est ça? Oui, depuis le 11 février. Alors moi j'ai bien reçu une demande d'un collectif d'habitants, mais je crois que tu n'étais pas signataire de ce collectif-là. Oui, ce qu'on a fusionné, à un moment donné, on a fusionné maintenant. Oui, fusion. D'accord. Donc en fait, j'ai pas reçu de demande. Ah, il faut refaire une nouvelle Excuse-moi, d'abord, en fait, j'ai fait une nouvelle demande à la mairie et à la CAF. Oui, le deuxième courrier aussi. Oui, on en a fait. D'accord. Le deuxième courrier. Ok. Après fusion, on a envoyé un deuxième courrier. D'accord, parce qu'il y a une fusion de 2 collectifs, c'est ça? Oui, le collectif, là, puis celui de M. Amoudi, c'est Amoudi. Donc oui, parce que voilà, j'avais répondu à l'oral à une des habitantes du collectif en disant une fois qu'on aura l'audit, on pourra se prononcer, à ce moment-là on se rencontrera. Voilà, c'est la réponse que je vous avais donnée, il me semble. Bah oui, tout le monde l'a vu. D'accord. Non, mais c'est bon de savoir. Et les autres questions alors? Et puis sur la question de l'engagement de la municipalité, je ne crois pas me souvenir, alors clairement, et j'ai une bonne mémoire, que la municipalité s'était engagée à subvenir au déficit des associations qui seraient déficitaires. Je pense pas, hein, Mohamed, mais il faudrait que je regarde un peu tout ce que j'ai dit. Tu as raison là-dessus, elle s'était engagée en fait, à travailler en amont avant de prendre des décisions, d'intégrer tout le monde dans les décisions. D'accord, mais là pour l'instant, les décisions, c'est un bureau qui doit les prendre, c'est pas la ville, hein, et c'est un CA. Donc on attendra qu'effectivement les décisions soient prises, et à ce moment-là, effectivement, on travaillera. Non, là je suis pas d'accord. C'est-à-dire? Je dis depuis le début que nous allons vers la procédure judiciaire parce que les financeurs n'ont pas décidé de trouver les moyens pour
continuer à avancer avec le centre dans l'état où il est malgré les dettes. Voilà, non mais ça veut dire, attendez, pardon, je finis ma question, ça veut quand même dire qu'il faut répondre clairement à cette question. Pour moi c'est clair, mais ça veut dire que vous avez décidé, c'est ce que dit, je traduis à ma manière ce que a dit Mohamed, oui, c'est que il faut une réponse claire de ce point de vue-là, et lui ce qu'il dit c'est que ça se travaille avec les habitants. Alors on ne peut pas donner de réponse claire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, au vu du rendu de l'audit, si tout le monde a compris, comme j'ai compris, c'est-à-dire qu'il faudrait que la ville abonde à hauteur de 350 000 €, mais ça ne réglerait pas le problème. En plus, il faudrait environ 90 000 à 100 000 € pour les licenciements économiques, on est bien d'accord? Et en plus, il faudrait que la ville abonde à hauteur de 34 000 € de subventions pendant 10 ans, en plus des subventions qu'on vous alloue depuis des années. Vous comprendrez qu'on va y réfléchir avec vous et en municipalité avant de vous donner une réponse. Voilà. Non, c'est plus large que ça. Bah oui, c'est exactement ça. Quel avenir se dessine? Et pour permettre justement au conseil d'administration... Vous comprendrez que la question est compliquée à débattre ici, c'est-à-dire que ça engage beaucoup d'argent. Pardon, quand on dit ce que disait Farid, c'est-à-dire la formation, le contrôle, etc., comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est la première année où cette situation dramatique s'est produite. Depuis 50 ans, pardon. Comment? Deux fois puni, une fois... Non, je parle de ce centre-là. Je parle de ce centre-là qui a 50 ans cette année. Ce centre-là qui a 50 ans cette année a toujours, je suppose avec des hauts et des bas, comme beaucoup de structures, rempli son rôle. Bon, là, il y a toutes les circonstances qu'on a évoquées. Il y a le confinement, il y a l'affaire de Pugnet, qui est venu encombrer, je dirais. Des subventions pour ça. Non, mais c'est pas la question. Écoutez un peu ce qu'on dit. Les deux salariés qui ont été embauchés, oui, mais attends, j'ai le droit de m'énerver un peu aussi. Moi. Non, mais donc je dis simplement que c'est un fait que depuis 49 ans, ce centre fonctionne. C'est un fait que cette année, pour différentes circonstances qu'on a essayé de décrire, il y a un accident de parcours. Donc, moi je dis simplement que on ne peut pas mettre ça sur le fait de globalement une mauvaise gouvernance ou une incapacité à gérer un centre avec les outils dont on dispose actuellement. Donc, ça veut dire simplement que on peut prendre cette situation et voir comment la redresser, y compris dans le contexte où elle est. Simplement regardant où on doit mettre les financements, justifier pourquoi ça vaut le coup de le faire ou pas. Et moi je ne dis pas qu'on doit aboutir à la conclusion qu'il faut continuer comme ça. Je dis juste, et je suis d'accord avec ce que dit Mohamed, que tout ça, il faut le construire ensemble dès maintenant, largement, et pas dire nous on s'en lave les mains, on ne vote pas. Les membres de droit, je considère que les membres de droit doivent voter. Les membres de droit ont le droit de vote. Non seulement ils ont le droit de vote, mais à mon avis, ils ont le devoir de vote et d'alerte quand les situations s'avèrent compliquées. Donc voilà ce que je dis, moi. Je dis donc accident de parcours. Voyons comment on rattrape tout ça. Alors excusez-moi de m'énerver un peu, mais ça fait un moment que ça... Monsieur, moi je pense. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais moi je pense qu'il faut aussi vous prendre vos responsabilités. Non, mais Jean-Gérard, déposez une plainte. Jean-Gérard, je vais te répondre. Je vais te répondre quand même. On a bien dit qu'il n'y aurait pas... Enfin, le diagnostic de ce qui s'est passé, c'était très clair. Enfin, on l'a partagé. Tout le monde partage le même diagnostic. Et là j'entends, malgré le diagnostic, refaisons la même chose. Non. Ah non, mais je vais juste finir. Je vais juste finir mes propos. Et donc moi j'entends ça. Ensuite, je dis, effectivement, la ville ne comblera pas, Salim l'a dit, la ville ne comblera pas ce déficit-là, c'est pas possible. Voilà. Et ensuite, une chose, des statuts associatifs avec des membres de droit qui d'usage ne prennent pas part au vote. Okay. Nous avons appliqué l'usage de ne pas prendre part au vote dans les conseils d'administration pour ne pas influer le vote. Et c'est partout pareil.
En revanche, quand j'entends dire il faut prendre ses responsabilités et alerter, il me semble que c'est moi qui vous ai alerté, pardon, c'est la municipalité qui vous a alerté et qui vous a dit on arrête de jouer, là il se passe quelque chose de pas correct, on souhaiterait vous rencontrer et on va vous expliquer la situation. Il me semble que c'est bien nous qui l'avons fait ça. Donc nous avons bien pris nos responsabilités à ce moment-là. Bien d'accord. Dès le début. Non, parce que après les autres accidents de parcours. Non, parce que après les autres accidents de parcours, il faut l'examiner comme un accident de parcours. Mais Moi, je dirais 1 an avant les vraies alertes. Mais... Non, c'est bon, là, c'est pas joué. Un certain nombre de failles dans les contrôles, je l'ai dit d'entrée, moi. Contrôle interne, c'est-à-dire par le conseil d'administration, pour des raisons tout à fait entendables, hein, je veux dire, qui ont été développées là, cet après-midi, et des contrôles externes qui relèvent aux principaux financeurs. Parce que je lis la presse aussi comme tout le monde, et puis je crois qu'il y a de quoi dire en ce moment. On peut pas, quand je dis que la municipalité, et quel que soit la majorité municipale, hein, là-dessus je ne fais pas de truc. Hein. Les municipalités n'ont pas à intervenir quand tu finances à 230 000 € de mémoire. Moi je pense qu'elle a à intervenir. Voilà. Et les municipalités, et ça a été même en grand dans la presse, hein, a signé cette fameuse convention type avec les centres sociaux en 2017. Et dedans, si vous allez un peu fouiller les articles, ben, il y a des contrôles à exercer, des contrôles internes à exercer, externes, et la municipalité avait le droit de demander des comptes. On ne sait même pas, puisqu'elle est financée au-delà de mémoire de 60 000 €, il y a même des obligations de fournir des documents réglementaires. Voilà. Donc on ne sait même pas si elles ont été fournies. Bon, mais ça... Oui, non, mais je ne sais pas. Moi, voilà. Bon, le fait est que les contrôles, voilà. Donc, ça veut dire que ça fait le lien, je veux dire, sur l'évolution. Moi, personnellement, c'est pas la forme juridique qui doit être mise en cause. Toute forme juridique, si on n'exerce pas, justement, ce contrôle démocratique, qui dit contrôle ne dit pas remettre en cause. Hein. On va dire, un contrôle, ça fait partie aussi du fonctionnement de la structure. Et je veux dire, à un moment donné, on peut avoir même sous forme d'une SIC, hein, puisque ça a été évoqué au dernier conseil municipal, on peut avoir une société avec des sociétaires totalement défaillants. Donc c'est pas le problème. Et je crois que, moi je partage ce qu'a dit Jean Gérard, on le prendrait mal si on ne réfléchissait pas collectivement, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés bénévolement, et là-dessus, bien sûr, la tâche, elle n'est pas simple, hein, ça là-dessus, c'est clair. Mais on essaie de construire aussi avec les habitants, et on voit bien, on est quand même dans un quartier où il y a 75%, et là, on compte, là, c'est un bureau de vote, ça, 75% d'abstention, hein, ici. Hein. Donc, soit on s'en fout, parce que ça permet à certains de pouvoir être élus, et puis d'autres, ils se soucient quand même de faire participer les habitants, parce que c'est là la clé du problème. Et donc, moi je partage tout à fait ce qu'a dit Jean Gérard. Soit vous êtes clair et vous nous dites, la CAF, je ne sais pas si elle se connecte ou pas, soit vous nous dites, en gros, la ville et la CAF, bon, nous, c'est réglé, on ne participera pas à ça, on est déjà sur la phase de redressement et liquidation judiciaire, et après, c'est les habitants qui apprécieront. Nous, chacun mènera sa forme de discussion, de débat. Nous, on n'est pas sur cette position. On pense qu'il faut tout regarder et reconstruire totalement quelque chose, ça c'est sûr, hein, comme je dis, et c'est pas la forme, je le répète, c'est pas la forme juridique, mais avec les habitants. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, les habitants, construire? Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et l'autre question, et je pense que là, il y a une responsabilité collective. Nous, on le verra dans le cadre du collectif d'habitants, mais moi, j'aimerais savoir si la CAF, ils sont plus branchés, hein, c'est pas grave, bon, on leur fera savoir,
hein, et la ville qui est là, est-ce que vous comptez porter plainte aussi? Parce que c'est important de savoir les grands financeurs, les deux financeurs principaux, pas les grands, les deux financeurs principaux. J'ai entendu que le conseil d'administration allait prendre une décision un peu prochainement là-dessus, sur savoir comment il se positionne. Chacun doit se positionner, comme a dit Jean-Gérard, soit individuellement, soit collectivement. Mais moi, j'aimerais savoir, on posera la question à la CAF si elle n'est pas là, parce que sa responsabilité, ça serait aussi de porter plainte. Ce sont des fonds publics. Hein. C'est 230 000 € de subvention de la ville, plus 100 000 de punier, donc 330 000 €. Et donc, c'est important de savoir. Et je pense que tout le monde se grandirait. C'est pas pour faire une fixation sur le gars, hein. Moi je ne le connais pas, et je ne tiens pas à le connaître d'ailleurs, mais peu importe. C'est pas le problème. Je veux dire, non mais je ne connais pas personnellement, voilà, comme je voulais dire, voilà, pour être très précis, puisque je vois qui c'est quand même. Hein. Bon. Surtout pendant la campagne électorale, oui, j'ai vu qui c'était. Bon, ça, je peux vous le dire. Donc, non mais ça, je ferme la parenthèse, mais puisque on peut comprendre que je l'ai pas connu, parce que bon là aussi, bon mais ça la presse s'en est fait l'écho et je laisse, et puis nous on n'était plus, moi j'étais candidat, mais on n'était plus là au deuxième tour. Donc, bon. Mais voilà, moi je pense que si vous pouvez fermer votre micro. Chacun se grandirait, je veux dire, à un moment donné, de dire voilà, et c'est à partir de cette base-là, je terminerai mon propos, qu'on peut reconstruire quelque chose. Parce que si chacun fuit ses responsabilités, je crois que déjà les habitants ont permis, et merci pour le bureau en tout cas, de dire on passe pas, on ne fout pas ça sous le tapis, on va vers... C'est nouveau, hein, totalement nouveau, hein, moi je pense, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui avec vous, là, et moi je vous en remercie personnellement. Vous avez dit on joue la transparence. Eh bien allons jouer la transparence jusqu'au bout. Et chacun doit prendre ses responsabilités, sinon on va reconstruire du truc, du bric machin, on va faire truc, on va trouver des idées un peu géniales, un peu nouvelles, modernes, hein, tout ça sans regarder un peu les fondements, parce que comme je le répète, et je finirai là, quelle que soit la forme juridique, ça n'empêchera pas, s'il n'y a pas vraiment la mise en place de vraiment... des choses qui font fonctionner et surtout la place et le rôle des habitants dans le processus de construction. Ce qu'on va faire cette semaine, c'est travailler les possibilités qu'on a actuellement de redressement judiciaire et de liquidation. C'est un travail qu'on vous invite à partager si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème, on a besoin d'informations juridiques. Moi, je ne connais rien dans le côté juridique et le tribunal. Donc, simplement, on me demande d'apporter effectivement des éléments, éventuellement pour un redressement ou bien une liquidation. Ce matin, je vous l'ai dit, on a rencontré les salariés, on les re-rencontre jeudi. En tout cas, on leur a proposé de re-rencontrer jeudi. On a demain et après-demain pour travailler une solution X ou Y, mais effectivement leur présenter, et je pense que c'est aussi important, enfin nous c'est dans notre esprit, c'est d'entendre les salariés au mieux de ce qu'on puisse les entendre. C'est-à-dire qu'au bout, c'est nous qui prendrons la décision, parce que c'est nous qui sommes le conseil d'administration, mais on le prendra avec les informations et avec les ressentis des uns et des autres. Donc, c'est important, parce qu'effectivement, c'est important pour leur parcours de vie et pour leur parcours du quotidien dès le mois prochain, si c'est le mois prochain qu'on doit poser la balise du centre. Donc, jeudi, avec les salariés, entre deux, nous on est ouverts, n'importe quand dans la journée, demain et après-demain, on se pose, on voit qu'est-ce qu'on peut proposer comme possibilité de proposition justement à notre futur mandataire, parce qu'on en aura un de toute façon. Madame